Eh bien, bonjour et bienvenue dans ce webinaire et merci à toute l'équipe de BI Coaching de m'accueillir. Je suis ravi de ce nouveau partenariat qu'on a pu conclure. Merci à tous ceux qui sont là d'être là, justement. Je commençais déjà par me présenter brièvement. Je suis coach MCC. J'ai eu plusieurs vies plusieurs passages dans ma vie. Déjà, j'ai commencé par une expérience de mort imminente quand j'avais 4 ans. Je suis tombé de 2 mètres sur la tête la première sur du béton. À 22 ans, j'ai fait une expérience une expérience d'éveil, on pourrait dire, qui m'a amené toute autre conscience de qu'est-ce que je faisais ici, de mon rapport à la vie, à la mort, etc. Et j'ai été en même temps musicien, chef d'orchestre de pas mal de chanteurs connus, Sheila, Souchon, Goldman, etc. Dans ma première partie de vie parisienne. Après, j'en ai eu marre, j'ai quitté Paris et je suis parti monter des gîtes, des chambres d'hôtes et un golf, et puis développer une chaîne de magasins de CD d'occasion, ça toujours un peu dans la musique. Et puis, divorce, la quarantaine, je suis parti en Belgique parce que j'en avais ras-le-bol de l'administration française. Et là, je fais une leucémie en même temps que ma quatrième fille née. Et donc, leucémie, et là, tout d'un coup, prise de conscience que la vie peut s'arrêter n'importe quand. Et donc là, je me forme comme coach. Je me suis formé avec l'école s'appelait BO Coaching Ways à l'époque, avant que Coaching Ways ne se sépare de BAO. Et à la fin de la première année, je suis rentré dans l'équipe BAO qui m'ont formé comme formateur. Je me suis formé aux neurosciences avec le docteur Jacques Fradin. Après, et j'ai rencontré ensuite une coach russe qui m'a proposé de traduire Transurfing, qui est un best-seller international écrit par un physicien quantique russe et que j'ai représenté pendant plusieurs années. Donc, on pourrait dire que j'ai commencé dans l'entreprise, la formation, etc. Puis je suis parti plus dans le développement personnel pendant un certain temps, y compris sur des formations en ligne, etc. Et puis, un peu ras-le-bol du développement personnel, parce que j'avais la sensation qu'il y avait des gens qui se parlaient beaucoup, qui avaient beaucoup de belles intentions, mais qui ne rentraient pas en action. Et donc, je suis retourné dans le monde de l'entreprise. Et parallèlement à ça, j'ai rencontré une personne qui s'appelle Sami Kalel. Sami est coach et formateur depuis très très longtemps. Et il était venu à un de mes stages sur une semaine et puis il n'arrêtait pas de me proposer des idées, etc. Je lui ai dit, tu ne voudrais pas qu'on bosse ensemble? Ensuite, on a créé ensemble l'approche neurosensorielle, qui est un mélange de l'approche du docteur Jacques Fradin, donc qui concerne vraiment les neurosciences, et puis d'outils qu'on a créés ou qu'on est allé chercher pour le relier justement ce cerveau et ce corps. Parce que le corps, c'est notre meilleur guide, il nous apprend plein de choses, et il agit aussi sur le cerveau, il nous apprend aussi ce qui se passe dans le cerveau. Donc on a créé l'approche neurosensorielle. On a réfléchi, je vais vous parler du cerveau adaptatif, comment aider les personnes à prendre conscience de leurs compétences adaptatives et comment les développer. Et on a créé le processus et le profil réel. Ça s'appelait pas réel au début, mais ça a pris ce nom quand on l'a traduit en anglais. Et parallèlement à ça, j'ai développé toute une boîte à outils dont je vais vous parler maintenant, spécifique pour accompagner le manager dans tous ses besoins, à savoir que pour moi, les trois causes principales, donc la cause principale des dysfonctionnements d'entreprise, c'est le flou, le manque de précision. Et les trois domaines d'intervention, c'est l'individuel, maîtrise de soi, gestion du stress, etc. La communication, c'est-à-dire le relationnel avec le collaborateur et puis aussi la gestion des personnalités difficiles. Et enfin, il y aura aussi le management aussi, les outils, vraiment la posture de manager, confiance en soi, prise de décision, etc. Et un élément important, c'est l'organisation. Et donc, je suis allé me former à l'holacratie, en sachant que par Fradin, j'avais été aussi formé à la biosystémique. Et l'une et l'autre m'ont plu et j'ai eu envie de les mélanger et j'ai créé ce que j'appelle l'approche neurosystémique. Donc voilà, j'ai pas passé pas mal de temps à chercher. Je suis un peu un chercheur. D'ailleurs, notre centre Neurosensorial Institute, on le définit comme un centre de recherche sur justement l'adaptativité et de formation, parce que du coup, on vient délivrer nos outils, les outils qu'on a créés ou qu'on a insérés dans toute cette pratique. Voilà, voilà. Donc, ceci étant dit, bon, on va rentrer un peu dans la pratique. Je vais vous parler du cerveau.
Donc là, on est sur le modèle de l'ANC, l'approche neurocognitive et comportementale du docteur Jacques Fradin, qui a défini 4 centres de gouvernance. Le premier, c'est notre cerveau instinctif, reptilien, il s'occupe de la survie individuelle. Lui, ça passe pas par la pensée, il faut que ça aille vite. Et il va gérer en fait 4 étages, la mise en action quand on va aller satisfaire le besoin de survie, manger, boire, se couvrir, se réchauffer, etc., etc. Et puis 3 stratégies de survie qui sont la fuite, il y a un prédateur, je vais d'abord fuir. La lutte, c'est-à-dire s'il me rattrape, je vais essayer de me défendre. Et l'inhibition, s'il a le dessus, je vais faire le mort comme la petite souris. Donc lui, il s'occupe de ça. C'est le cerveau le plus ancien chez nous. Il se situe juste au-dessus de la moelle épinière pour pouvoir interagir très rapidement sur les organes. Il s'occupe aussi de la respiration, du battement du cœur, etc., etc. Au-dessus, on a deux cerveaux que j'appelle le cerveau automatique. Il y en a un qui va s'occuper de notre positionnement social, c'est-à-dire comment il y a toujours un dominant dans une équipe, enfin dans une équipe ou dans un groupe ou dans un troupeau, il y a toujours des soumis, il y a toujours un marginal, il y a toujours un axial. Donc comprendre ça, c'est important aussi dans les rapports qu'on peut obtenir dans les équipes. Hein. Le manager, il peut avoir affaire à un dominant, comment il va le gérer, etc. Ça peut être très problématique. Et justement, on a les outils pour s'en occuper. Et au-dessus, on a notre centre d'apprentissage, le parfait centre d'apprentissage. Si je vous parle, c'est que j'ai appris des mots, c'est que ça ressort automatiquement, je n'ai même pas besoin de réfléchir. Je conduis ma voiture, ça se fait naturellement. Je ne vais pas consommer d'énergie parce qu'il reproduit ce qu'il a appris. Et c'est pour ça il est parfait. Et au-dessus de ça, on a le cerveau adaptatif qui, lui, va gérer l'inconnu, c'est-à-dire comment je peux aller dans la créativité, dans l'intuition, pour amener des nouvelles solutions que le néo-limbique n'aura pas apprises, le mental n'aura pas appris. Et lui, ce que j'aime bien, c'est qu'il est totalement dans l'instant présent. Il reconstitue la réalité en temps réel. Pour lui, il n'y a pas d'importance, il n'y a pas de croyance, etc. Il est juste le parfait observateur et il va toujours analyser comment on réagit par rapport à une situation et il va savoir nous apporter les bons conseils avec cette petite voix de l'intuition. Dans Transurfing, on parle de la petite voix de l'âme et puis de la grosse voix du mental, là, c'est autre chose. Mais donc, ce cerveau adaptatif est essentiel à partir du moment où on est dans la vie face à l'inconnu sans arrêt. Et donc, c'est lui qui va nous apporter les solutions dont on a besoin. Donc, on pourrait dire qu'on a le parfait kit pour affronter tout ce que la vie nous réserve. Sauf que notre cerveau adaptatif, pardon, le mental, notre cerveau automatique, lui, il a appris des choses. On lui a dit que ça c'est bien, mais ça c'est pas bien. Alors il faut que, donc je dois, donc ça peut pas être possible, etc., etc. Donc lui, à un moment ou à un autre, il va vouloir prendre le lead. Parce qu'il y a une situation et ça doit être comme ça ne peut pas être autrement. Donc il prend la situation. Du coup, il va complètement se couper du cerveau adaptatif. Il ne veut plus écouter la petite voix de l'intuition. Et donc le cerveau adaptatif n'a plus qu'une solution pour nous prévenir que notre interprétation de la réalité ou notre vision de la situation n'est pas la bonne. Eh bien, c'est d'envoyer un signal au reptilien en lui disant, dis donc, il y a l'automatique, il faut n'importe quoi. Tu ne voudrais pas nous prévenir en envoyant un petit coup de stress. Et donc, à ce niveau-là, le stress est donc un signal d'alarme. On retrouve les trois types de stress. Stress de fuite, j'ai chaud, je rougis, je me sens pas bien, j'ai qu'une envie, c'est de sortir de la situation, je veux bouger. Stress de lutte, c'est je suis pas content, etc., parce que j'ai un besoin que je veux satisfaire. Donc, voilà, je vais montrer mon impatience, voire ma colère, etc. Et stress d'inhibition, c'est le découragement. Découragement, j'en peux plus, j'ai l'impression d'être face à une montagne, je pousse des grands soupirs. Donc, c'est intéressant de voir comment ça se passe à ce niveau-là et surtout de comprendre que c'est ce qui se passe dans nos pensées qui va générer le stress. C'est-à-dire que c'est la nature de nos pensées ou de notre interprétation de la situation qui va nous mettre dans le stress parce que le stress est là pour nous prévenir à travers tout le ressenti corporel, d'où cette importance de cette approche neurosensorielle de vraiment en prendre le corps en compte, eh bien, il va nous prévenir par cette sensorialité que notre interprétation n'est pas la bonne avec l'invitation de changer. Le problème avec le stress, c'est que si on ne sait pas ça, on reste dans le stress avec tous les dégâts que ça fait. Donc, je vais vous proposer un petit exercice. Ça va nous prendre 3-4 minutes. Vous allez comprendre un peu de quoi je parle. Je vous proposais d'identifier une situation qui vous stresse, actuelle, récente, une décision, une relation difficile, peu importe. En tout cas, voilà. Identifiez une situation qui vous stresse, des difficultés, des peurs, des doutes.
Je sais pas, problème d'argent, problème de couple, problème relationnel, familial, c'est peu importe. Mais en tout cas, vous avez cette situation qui vous stresse. Et je vous propose de noter votre stress de 1 à 10, 10 étant le pire stress et 1, c'est OK. D'accord? Donc, cette situation qui vous stresse, et donc notez simplement votre niveau de stress, là, ici et maintenant, par rapport, quand vous repensez à cette situation, quand vous revoyez la scène, quand vous voyez la situation en elle-même, à combien vous êtes stressé. D'accord? Après, bah, par rapport à ça, par rapport à cette situation, je vais vous poser une question, je vais vous laisser réfléchir un peu. Alors, vous avez noté votre niveau de stress, eh bien, trouvez 4 avantages à cette situation. Alors, c'est une question que l'automatique ne va pas se poser parce que pour lui, il n'y a que des inconvénients. Mais là, allez, vous pouvez mettre du cynisme, de l'autodérision, de la mauvaise foi, de l'humour noir, peu importe. Mais je vous laisse réfléchir pendant 1 minute pour trouver 4 avantages à cette situation. 4 avantages. Je parle bien d'avantages. Après, je vous aiderai avec des petites questions. Alors, une première petite question, qu'est-ce que cette situation vient vous dire? Je vous pose cette question, qu'est-ce que cette situation vient vous dire? Deuxième question, qu'est-ce que vous apprenez dans cette situation? Qu'est-ce que vous allez apprendre? Quel est l'enseignement que vous pourriez tirer de cette situation? Troisième question, qu'est-ce que vous allez changer chez vous dorénavant par rapport à cette situation? Qu'est-ce que vous pourriez changer en voyant cette situation? Qu'est-ce que vous allez changer? Et encore une petite dernière question, quelles sont les compétences qui vous manquent pour mieux gérer cette situation, qui vous ont manqué, que vous pourriez développer? Et maintenant, je vais vous proposer de noter votre niveau de stress. Alors, je sais pas, comment vous voulez faire, parce que vous voulez dire comment ça a baissé, soit par oral, soit dans le chat, peu importe. Je ne sais pas, ça c'est, je sais pas comment vous faites en général. Ouais, ça peut être à Voilà. l'oral, hein. Si la À personne a l'oral, oui, envie de voilà. prendre, Bah, est-ce ouais, qu'il y en a ça quelques-uns peut qui être veulent sympa, nous ouais. faire un petit partage? À la Comment ça s'est volée ou passé au niveau du en stress? levant la main ou à la volée, comme vous le sentez. Alors.
comment ça s'est passé? Qu'est-ce que ça vous a Alors, apporté? Olfa dit que c'est passé de 7 à 5, Marie de 7 à 3 carrément, 8 à 6 pour Titao, Geneviève qui lève la main. Alors, Geneviève, Euh, En fait, ce qui est intéressant ici, c'est le fait que le stress soit quand même très élevé au départ. Le mien était entre 6 et 7, plutôt vers le 7. Et qu'au fur et à mesure que on réalise en fait qu'on n'est pas obligé d'être attaché à cette situation, qu'on peut se détacher, le stress redescend immédiatement. Moi, je suis redescendue à 4. super. Et donc en restant positif, je pense que c'est vraiment ça, c'est le fait de visualiser en positif retire en fait la pression. Ok, Euh, exactement, tout voilà, à fait. c'est ce que moi j'ai ressenti en fait. Ok, merci beaucoup. Il y a Merci d'autres Geneviève. notes dans le chat? Alors, c'est commun, pareil, Béatrice de 9 à 6, 7 à 5 pour Annick, 5 à 2 Voilà, pour Nadine, 8 à 4 pour Béatrice, voilà. Isabelle 5 à 3, ouais, c'est toute la même Bon, voilà. mécanique. Alors, si le stress a augmenté, c'est que c'était tellement important de trouver des réponses et que ça ne vient pas, etc., etc. Mais en général, ça fonctionne très bien. En tout cas, c'est la parfaite démonstration qu'en changeant notre point de vue par rapport à une situation, au lieu de voir la situation d'un point de vue négatif et donc d'être dans une posture que j'appellerais plutôt défensive, eh bien, on va au contraire changer le point de vue, on cherche les avantages. C'est une question que le cerveau automatique ne va pas se poser, parce que pour lui, il est là plutôt pour nous défendre, etc. Mais par contre, on va prendre du recul et passer dans une posture adaptative, chercher le positif. Et à partir du moment où on est dans cette posture, j'ai envie de dire, plutôt constructive, eh bien, effectivement, on a allumé le cerveau préfrontal adaptatif et on sort du stress. On est parti de cette interprétation erronée, en tout cas défensive, pour aller vers quelque chose de constructif. Et donc, c'est typique. Donc, l'enseignement par rapport à ça, eh bien, c'est que la- c'est quand on change la pensée, on va sortir de la vision négative pour switcher vers le positif. On bascule en mode adaptatif parce qu'on est passé d'une pensée défensive à une pensée constructive. Et donc, on ressent la transformation aussi bien au niveau des sensations corporelles, hein, parce que le corps va se détendre, hein, on est moins stressé, moins tendu, donc ça se détend. L'état d'esprit a changé, les décisions, du coup, vont être plus adaptées parce qu'on a plus de lucidité et on a une meilleure capacité de raisonner plutôt que quand on est stressé. Et les vibrations, en général, sont beaucoup plus légères. D'accord? Et vous voyez, ça s'est fait en 2 minutes, mais simplement, à partir du moment où vous comprenez que c'est la pensée qui va générer le stress, eh bien, sortir du stress, c'est changer la pensée. Et donc, c'est rentrer dans une posture totalement adaptative, en sachant que je fais une petite différence entre l'adaptativité et la résilience, que je vais vous expliquer un peu plus tard. Mais c'est essentiel. Vous voyez, moi, si je vois cette personne et que je m'imagine à sa place, rien que ça me fait des trucs. C'est peut-être parce que je suis tombé de 2 mètres quand j'étais petit, mais elle, a priori, elle a l'air très cool, etc. Donc voilà, changer la pensée, gérer la pensée, c'est sortir du stress. C'est essentiel, cette capacité de gérer la pensée. Et pour gérer la pensée, ça veut dire qu'il faut être dans cette posture adaptative, il faut avoir allumé le cerveau préfrontal. D'accord? Donc, ça veut dire que cette adaptativité, c'est quoi? Avec Samy, on a défini, c'est pas très compliqué, c'est tout à fait logique, on est toujours dans deux phases. On est toujours en train de capter et de réguler. Je conduis, je suis en train de conduire avec ma voiture et puis tout d'un coup, je sens que je me déporte vers la file opposée. Qu'est-ce que je fais? Je régule en tournant le volant dans la bonne direction. D'accord? Et ça se fait tout seul, c'est le cerveau automatique qui le fait, mais on est toujours en train de capter une information et d'apporter une réponse. Ça peut être des micro-décisions, comme cet exemple que je viens de vous prendre, mais c'est aussi vrai dans les grosses décisions. On est toujours en train, dans un premier temps, de capter pour apporter ensuite une réponse régulée. Mais on a voulu aller un peu plus loin à travers cette recherche. Déjà, on s'est aperçu que est-ce qu'on va capter dans la routine, c'est-à-dire dans le cerveau automatique, regarde, non, ça va pas, c'est pas ce qu'il me faut, etc. Donc, on est défensif, donc on va stresser. Ou est-ce qu'on est plutôt curieux, tiens, qu'est-ce que j'ai pas vu, qu'est-ce que je pourrais aller chercher là, etc., etc. Donc, la manière dont on va aller capter va déjà avoir un impact
sur notre état intérieur. Et pour développer l'adaptativité, on a deux façons de le faire. Eh bien, c'est améliorer notre façon de capter et améliorer notre capacité à réguler, à apporter cette réponse. D'accord? Et donc, toujours pareil, est-ce que je suis dans mes automatismes ou est-ce que je suis plutôt dans une posture adaptative? Et donc, pour ça, pour aller un peu plus loin, eh bien, on a développé le processus réel. Réal, c'est 4 lettres qui sont aussi un processus chronologique. Ce processus est basé déjà totalement sur les neurosciences de Fradin. On en a fait d'ailleurs un assessment, comme je disais tout à l'heure, en français et en anglais, qui va vraiment mesurer les compétences dont je vais vous parler après. Mais c'est surtout l'ordre chronologique dans lequel les plus grands leaders de la planète ont traité les situations difficiles. On a fait des liens avec Kennedy quand il gérait la crise des missiles de Cuba ou d'autres, etc. Et en fait, à chaque fois, c'est le même processus, c'est modélisé en tenant compte effectivement qu'on se met à ce moment-là dans une posture qui va solliciter le cerveau adaptatif pour apporter la meilleure réponse possible et puis pour aussi nous aider à avoir la meilleure posture par rapport à se dérouler à cette chronologie d'événements qui nous tombent dessus qu'il va falloir traiter. Donc ce processus réel, c'est déjà 2 axes pour capter. Le premier, c'est d'être capable de se responsabiliser. C'est-à-dire que je ne suis pas victime, etc. Non, je me responsabilise par rapport à la situation. On verra les 4 compétences qui vont avec cette responsabilisation. Et ensuite, l'exploration, c'est-à-dire comment je suis capable d'aller chercher l'information dont j'ai besoin, capter cette information et comment je vais aller la capter. Déjà, dans quel état je suis au moment d'aller la capter, pour ensuite avec toutes ces informations, apporter. Ah oui, donc pardon, le 1, c'est la prise de recul, c'est la lucidité. Le 2, c'est l'exploration, donc c'est déjà être capable d'accepter et puis d'être curieux. Ensuite, pour réguler, eh ben, le 3, ça va être comment on est capable de prendre la meilleure décision, la plus alignée avec nous-mêmes et de s'engager aussi. Et puis, une fois qu'on a pris cette décision, comment est-ce qu'on est capable de lâcher prise, c'est-à-dire d'être confiant par rapport à la suite qu'on va vivre une fois qu'on a pris cette décision. Donc, c'est à la fois de la confiance et de la vigilance. Si on va un peu plus loin à travers ce processus, on a 4 compétences par axe et à chaque fois, les premières sont les plus importantes pour développer chaque axe, mais j'ai envie de dire que la toute première, prendre du recul, est essentielle. Si vous ne prenez pas de recul, vous restez dans le cerveau automatique. Donc la première chose, c'est step back, être capable de faire ce pas en arrière et de regarder voilà, comment on voit cette situation. Quand on dit conscient de cette subjectivité, est-ce que je suis plutôt en mode défensif ou en mode constructif? Est-ce que je suis impacté ou pas? Ok, en général, je suis impacté. Si c'est une situation difficile, je suis impacté. Donc, comment je la vois? Et comment surtout je vais sentir qu'elle m'impacte et qu'elle me déstabilise? Se sentir partie prenante, c'est se dire, bah oui, si cette situation, elle est là, peut-être que j'ai aussi ma part de responsabilité, peut-être qu'il y a des éléments totalement extérieurs, mais si je regarde, j'ai peut-être laissé des choses se faire, j'ai peut-être pas fait ce qu'il fallait à temps, je suis resté un peu dans le déni de ce qui se passait, etc. Donc il y a peut-être, j'ai ma part je suis partie prenante avec ça, et si je suis partie prenante, bah, du coup, je peux reprendre mon pouvoir d'action pour apporter la réponse. Et une fois que je me suis responsabilisé, l'exploration, ça commence par l'acceptation de ce qui est. Et ça, vous connaissez tous la courbe de deuil. La seule manière de ressortir du choc et de la tristesse, c'est l'acceptation. On ne peut reconstruire qu'à partir de l'acceptation. Donc, développer sa capacité d'acceptation, c'est essentiel. Et j'arrête pas de le dire. Plus on est capable d'accepter ce qui se passe, et quand je dis accepter, c'est ne pas se résigner, c'est-à-dire accepter, partir de la situation telle qu'elle est et non pas telle qu'on aurait voulu qu'elle soit. Eh bien, à ce moment-là, on va être vraiment capable d'aller chercher cette information la plus juste possible, la plus objective possible, en étant totalement présent à ce qui se passe, sa présence, en étant conscient aussi des biais cognitifs qu'on pourrait avoir, hein, des présuppositions par rapport à telle personne, tel truc, etc. Et puis surtout en activant la curiosité. La curiosité sensorielle, la curiosité pour aller chercher tous les détails qu'on ne voit pas, on sort de la routine pour activer cette curiosité et avoir un maximum d'informations la plus juste possible. Donc là, c'est les 2 phases captées. On s'est responsabilisé, on a exploré. Et maintenant, on va aller réguler. La première compétence essentielle pour réguler de la meilleure façon, c'est d'avoir une intention constructive.
Hein, on l'a vu avec ce pack aventure, ce pack minute, pardon. Donc, une intention constructive d'apporter une réponse durable qui soit valable aussi bien pour moi que pour les autres, que pour mon environnement, mon entreprise, etc. Agir avec le cœur, parce que le cœur, l'amour, c'est quand même une valeur fondamentale, le collectif, etc., c'est essentiel. Être conscient de ses ressources, c'est-à-dire peut-être là, on va aller voir ce qui se passe au niveau de la confiance en soi, est-ce que je suis vraiment conscient de toutes les ressources que j'ai, hein. C'est aussi un travail intéressant à faire au moment du coaching. Et s'engager, parce que si je veux perdre 10 kilos, ça va pas se faire en 2 jours. Donc s'engager sur la durée. Et là, on a vraiment cet alignement et on a pris la décision et s'est engagé. Et une fois qu'on a fait ce travail, eh bien, on peut lâcher prise, accepter l'inconnu, parce que de toutes les manières, même si j'ai la sensation d'avoir pris la meilleure décision au moment où je la prends, je ne sais pas ce qui va se passer derrière. S'adapter à l'inconnu, parce que bah, quelque part, si j'ai une nouvelle situation à gérer, je vais à nouveau me responsabiliser, explorer et apporter une réponse. Donc, j'ai le mécanisme quelque part. Libérer le passé, parce que ça reste, ça sert à rien de rester dans les regrets, le ressentiment, etc. Au contraire, on est ici et maintenant au présent. Et faire confiance à la vie, parce que là, je parlerai de l'aspect quantique. Hein. À partir du moment où on comprend que la vie n'est que le miroir de ce qu'on en voit, on peut dire que la réalité que vous vivez tous n'est que le résultat de toutes les intentions que vous avez mises jusqu'à présent. Eh bien, on comprend que la vie nous amène tous les éléments pour nous faire grandir. Si je suis face à des situations récurrentes sans arrêt, c'est que j'ai toujours appliqué les mêmes schémas et qu'elle me dit change Coco, si tu veux changer ta vie, il faut que tu changes ta façon d'appréhender les événements. Donc, la vie, c'est notre meilleur miroir pour mieux comprendre quelle est l'intention qu'on a mise et comment on s'y est pris. Et voilà. Et du coup, bah, si on change, si s'aligne bien, si on se coordonne, eh bien, de ma croyance, et ça se vérifie quand même pas mal, et je dirais que c'est la mécanique quantique, plus on est aligné avec soi, plus on va avoir des synchronicités favorables. Et donc, les événements se déroulent de manière plus facile, les projets se développent de manière plus facile, etc., etc. Donc tout ça, c'est le processus réel, donc qui est, comme je disais, le processus calqué sur le cerveau adaptatif de Fradin, etc., pour gérer toutes les situations de cette manière, exactement comme je vous l'ai expliqué, voilà, gérer toutes les situations difficiles en posture adaptative préfrontale, avec beaucoup de recul, sans stress, etc., etc. D'accord? Donc, si vous avez des questions, je répondrai à tout ça après. Donc après, dans le profil réel, donc là on a vu les compétences cognitives, hein, comment je vais réfléchir, comment je vais m'adapter par rapport à la réflexion. Mais dans le profil, on va aussi mesurer les compétences émotionnelles. Et donc là, on s'est basé sur l'intelligence émotionnelle en sachant que c'est toujours pareil, on est en train de capter. Donc capter, c'est quoi? C'est être conscient de soi, être conscient des autres. Donc comment je me positionne par rapport à la critique, comment je suis capable d'être dans la bienveillance, dans l'écoute. C'est les 4 compétences adaptatives émotionnelles qu'on a identifiées et qu'on va mesurer. Et réguler, c'est bah, justement maîtrise de soi. Et bien par rapport à ça, comment je vais gérer la pression, je suis capable de rester dans un état d'esprit positif, comment je suis capable de rester aligné dans l'affirmation de soi et de rester dans une forme de sérénité et de bien-être. D'accord? C'est aussi là qu'on voit, est-ce qu'on est, plus ces compétences sont hautes, plus elles sont le signe qu'on est resté dans cette posture adaptative du préfrontal. Après, le profil réel, il va aussi mesurer les compétences comportementales, et ça, on s'est basé sur le disque, c'est-à-dire que si on est rouge, dans quelle mesure je suis capable de gérer la contrariété, est-ce que je vais être capable de rester calme, etc., ou et pas rentrer dans le directif, voire l'agressif, etc., etc. Et puis, on va aussi mesurer la compétence à résister à la frustration. Et donc, on a un profil qui est aussi bien individuel qu'un profil équipe. Donc, on peut travailler aussi bien sur l'adaptativité individuelle de la personne que sur l'adaptativité d'une équipe. Et donc, c'est vraiment, par rapport au coaching, on va vraiment comprendre beaucoup de choses. Et c'est marrant parce que quand on a des personnes qui n'ont pas fait beaucoup de travail sur elles, eh bien, on a des compétences qui peuvent être assez basses. Et plus une personne a travaillé sur elle, plus on voit qu'elle a des compétences hautes. Donc, quelque part, on mesure avec ce profil aussi le niveau de conscience de la personne par rapport à elle-même et par rapport à son environnement. En tout cas, c'est les constatations que je fais. Plus une personne est consciente d'elle-même
et de l'impact sur son environnement, plus les compétences adaptatives vont être hautes dans le profil. Et c'est rigolo aussi de voir que on a des personnes qui ont fait le profil en début de formation et en fin de formation, en ayant pratiqué tous les outils pour prendre du recul, etc., tout ce qu'on a mis au point. Et le résultat du profil réel n'était plus du tout le même. Donc il y avait vraiment une nette amélioration, donc c'est mesurable. Parce que plus de conscience de soi, plus de conscience des autres, plus de conscience des outils à appliquer pour à chaque fois rester dans cette posture plutôt adaptative. Donc voilà ce que je voulais vous dire sur le profil réel. Maintenant, je vous parlais de résilience. Pour moi, la résilience, c'est la capacité à rebondir sans se briser. D'accord? Quand on parle de résilience, bon, j'ai envie de dire c'est bien gentil, mais c'est pas du tout pareil que l'adaptativité qui est là, une forme d'intelligence du vivant en mouvement. C'est-à-dire que j'ai cette capacité à ressentir ce qui va se passer dans le mouvement et donc je suis capable de m'adapter à ce mouvement. Alors que la résilience, c'est plutôt, il y a eu un choc, donc comment je vais être capable de résister au choc. L'adaptativité, elle a l'avantage qu'elle va nous permettre d'éviter le choc. D'accord. La résilience, c'est comment on va se rétablir après la chute, après le choc, après avoir pris un bon coup. L'adaptativité, c'est comment on est capable d'anticiper les choses, de voir les choses, d'aller mettre en place tous nos émetteurs, tous nos récepteurs pour justement prendre les bonnes mesures au bon moment. Par exemple, sur la gestion du stress, à partir du moment où on est capable de se rendre compte rapidement qu'on est dans le stress, eh bien, on va être capable de le gérer d'autant plus facilement. D'ailleurs, c'est pour ça que je dis que pour bien se gérer, il faut d'abord apprendre à s'observer. Et quand on dit prendre du recul, qui est la première compétence du profil réel, eh bien, c'est pour moi la compétence essentielle parce qu'à partir du moment où je suis capable de m'observer, de sortir de mon automatisme, à ce moment-là, je suis capable d'apporter la bonne réponse. On n'est plus dans la réaction, on est dans la réponse. Quand il y a un incendie, on ne va pas amener dans la réaction, sinon il y a plein de pompiers qui vont mourir. On va plutôt étudier la situation et on va apporter la réponse appropriée. Donc, c'est ça l'adaptativité. Et donc, pour ce que j'appelle le quantum leader, c'est-à-dire le leader en accord avec sa réalité, etc., c'est une compétence stratégique. C'est vraiment essentiel d'être capable d'être dans cette posture adaptative. Et voilà, la synergie entre la résilience et l'adaptativité, c'est ce qui permet d'avoir cette forme d'équilibre évolutif parce que la vie, c'est la recherche de l'équilibre, mais l'équilibre est perpétuellement en mouvement. Il y a toujours des événements qui vont arriver. Comment est-ce qu'on est capable de gérer ces événements, de rester toujours dans cette forme d'équilibre, un peu le juste milieu, le zen, le ici et maintenant, qui va nous permettre de franchir tous ces événements, je veux dire, si je reprends Transurfing, en surfant à travers la réalité. Il y a des vagues et tout, je suis capable de surfer, de faire avec, etc. Je suis dans cet équilibre en mouvement permanent. Voilà, voilà. Donc maintenant, effectivement, Pardon, je suis allé trop loin. ICF, pour moi, c'est important et donc la formation dont je vais vous parler est agréée avec les ICF. On a 38 CCE. Donc si vous savez qu'il faut 40 CCE pour renouveler votre adhésion tous les 3 ans, vous n'en avez plus que deux à trouver. Il suffit de regarder deux webinaires coach synergie et vous les avez. Pour moi, ICF, c'est vraiment la référence. C'est pour ça que c'était pour moi important d'atteindre cette posture de Master Certified Coach. Euh, voilà, et quelque part, tout ce que je vais faire au niveau de mes formations rentre dans cette éthique, cette déontologie et ces compétences essentielles, en sachant que je vais apporter un petit plus au coaching quand j'accompagne un manager parce il a des besoins spécifiques. Alors, quand je vous disais, le docteur Jacques Fradin, c'est celui qui a mis en place cette approche neurocognitive et comportementale. Je me suis beaucoup, beaucoup formé avec lui. C'est une personne absolument extraordinaire, passionnante, qui peut parler pendant 2 heures et demie jusqu'au moment où quelqu'un va dire, Jacques, on va peut-être aller aux toilettes. Donc, voilà, il recherche sur le cerveau depuis plus de 30 ans, hein. Et il a mis en place vraiment des éléments. Lui, ce qui l'intéresse, c'est plus les publications scientifiques. Il n'est pas tellement branché sur le ressenti parce que c'est peut-être pas assez scientifique. Ça ne veut pas dire qu'il ne prend pas en compte. Mais donc, nous, ce qu'on a fait vraiment, c'est partir de cette base qui pour moi est magnifique, hein, j'insiste, hein, j'ai énormément de gratitude pour ce qu'il a pu apporter et rajouter ces outils de sensorialité. Mais quand je vous disais approche individuelle,
OK, mais il a aussi créé la biosystémique qui permet de comprendre que l'entreprise, c'est une masse. Et donc, comment on va gérer toute cette masse, peut-être en mettant des méta-conditions, de manière à être certain que ça reste quand même toujours orienté dans la bonne direction. Donc, merci Jacques Fradin. Alors, derrière, par rapport au management, il y a une constatation qu'on fait, c'est que le poisson commence toujours à pourrir par la tête. C'est-à-dire que, si je traduis ça différemment, on pourrait dire que la plupart du temps, on quitte plus un manager qu'une entreprise. Hein. Et il y a des managers qui n'ont pas été formés, qui n'ont pas la sensibilité peut-être nécessaire, qui ne sont pas faits pour être managers, ou qui sont beaucoup en posture défensive et qui vont avoir des exigences, etc., etc., qui font que même des managers où voilà, l'entreprise en elle-même, sa politique, il faut toujours plus de rentabilité, donc au détriment des collaborateurs, on va de plus en plus les presser, etc., etc. Donc le manager n'est que le relais de ces ordres qu'il a reçus d'en haut, etc. Donc c'est difficile je crois qu'il y a un petit micro qui est ouvert. Donc c'est difficile de- pour les collaborateurs de rester. Donc à la sortie, c'est turnover, absentéisme, sabotage interne, etc., etc. Donc, ou burn-out, voire suicide. Donc voilà. Donc pour moi, c'est essentiel de travailler au niveau du manager. J'ai envie de dire que même au niveau de ma mission, si on pourrait parler de ma mission, pourquoi je m'intéresse d'autant plus à l'entreprise, c'est que quand je travaille avec des managers, des dirigeants, des leaders, des entrepreneurs, eh bien, je sais que les faire améliorer leur posture va aussi améliorer le quotidien des collaborateurs qui sont sous leurs ordres. Donc, pour moi, il y a un impact, un double effet qui se coule, c'est qu'on va aider une personne à grandir et en même temps, cette personne va permettre aux autres de s'épanouir. Donc, comme je disais tout à l'heure, aller travailler sur tous les points de l'entreprise dans lesquels on peut avoir des créations de frottement, etc. C'est essentiel. Et c'est pour ça que j'ai mis en place ce que j'appelle la méthode réelle. Hein, donc, on a le processus réel qui est le processus que je vous ai expliqué. On a le profil réel qui va permettre de mesurer les compétences adaptatives. Et on a la méthode réelle qui est, de mon point de vue, la parfaite trousse à outils pour accompagner les managers. J'en ai accompagné énormément, des dirigeants, etc. Ils ont besoin de partenaires de réflexion, ok? Ils ont besoin de formateurs, des gens qui vont leur donner des outils. Ils ont besoin de coachs. Ils ont besoin peut-être aussi, par moment, de consultants. Et donc, c'est un peu la boîte à outils qui réunir tous ces outils de manière à pouvoir accompagner au mieux toutes les personnes qui sont en posture de manager. Alors, cette formation dont je vais vous parler maintenant, ça s'appelle Accompagner le dirigeant avec la méthode réelle. Vous pouvez remplacer dirigeant par manager, entrepreneur, superviseur, peu importe. En tout cas, c'est accompagner l'organisation et les personnes qui sont dans l'organisation de manière à obtenir ce que j'appelle une entreprise humaine, performante et adaptative. Humaine, c'est essentiel. Il y a un besoin de bien-être. Quand on regarde les besoins dans les nouvelles générations, on sait qu'elles ont des valeurs qui n'ont plus rien à voir avec celles de nos parents. Il faut qu'elles se sentent bien. Il faut qu'elles. Alors, elles sont souvent impatientes. Voilà, il faut peut-être un peu les calmer, mais en tout cas, il y a une manière de les gérer qui est particulière. Mais en tout cas, ce cocon est nécessaire, hein, et il fait du bien à tout le monde. Ça va permettre la motivation, l'engagement, la cohésion, etc. Performante, bah, du coup, parce que si on améliore tout ça, eh bien, on va avoir plus de performance, plus d'engagement. Et puis adaptative, pourquoi? Parce que là, quand on parle de l'organisation en elle-même, si on est sur une structure pyramidale, par exemple, pour moi, c'est du poison. La pyramide est horrible. Ça ne marche pas du tout. Il y a un délai entre le top et le down, il y a une totale désynchronisation, c'est cloisonné, etc. Il n'y a que des jeux de pouvoir, des jeux d'ego. Donc la pyramide ne peut pas fonctionner. Donc pour moi, adaptatif, ça veut dire qu'on va partir sur un autre modèle de gouvernance. Et ça, je vous en parlais un peu plus loin. Alors, cette formation, donc, elle est pour les coachs, les consultants, les formateurs. Donc, c'est 12 ateliers qui vont vous donner cette boîte à outils complète. Donc, je vous parlais. Elle est construite effectivement à partir des neurosciences, j'aurais pu dire de l'approche neurosensorielle aussi, mais bon, pour moi, je l'englobe dans les neurosciences, la biosystémique et l'holacratie.
Comme je disais, vous allez avoir ces trois postures, hein. Pour moi, coach, oui, mais aussi formateur, parce que les leaders, les managers ont besoin d'outils, ne serait-ce que comment bien déléguer. Si vous alliez avec le coaching pour faire réfléchir la personne le temps qu'elle trouve les bonnes réponses, ça vous prend 3 séances. Alors que si vous lui donnez un petit cours de formation tout de suite, et pourquoi pas avec la vidéo derrière, ben ça je vous en parlerai, et bien du coup, là, ça va aller beaucoup plus vite et ils n'ont pas le temps. Ces gens-là n'ont pas le temps. Donc il faut que ce soit efficace. Donc voilà, formateurs et consultants, parce qu'ils ont peut-être besoin d'une écoute, d'un conseil. Et quand je parle de travailler sur la gouvernance, on va adopter une posture de consultance. Donc être plus efficace, rendre l'équipe plus évolutive, adaptative, et proposer des outils novateurs qui sont immédiatement applicables. C'est facile à comprendre, vous avez vu ce pack minute, c'est rien du tout. Eh bien, c'est immédiatement applicable. Et alors, avec la petite nuance que le cerveau, c'est comme un muscle, il faut l'entraîner. Donc, pour ça, ben, il y a des exercices qu'il faut pratiquer, 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 si on veut vraiment prendre cette nouvelle habitude au niveau du cerveau. Mais sinon, c'est directement applicable. Donc, c'est en virtuel, c'est 40 heures d'atelier plus 15 heures d'e-learning d'intégration avec des vidéos qui vont avec. Là, le tarif, on en reparlera derrière parce que pour vous, c'est pas forcément celui-là. Et voilà, là, ce qu'on demande, nous, c'est un engagement, une motivation, parce qu'on va énormément travailler sur l'aspect pratique. Donc, on crée des groupes de travail de manière à ce que vous puissiez vous entraîner. Et c'est à partir de ce moment-là que vous allez vraiment intégrer au mieux tous les éléments de cette formation. Donc, le premier axe, c'est l'adaptativité individuelle. Donc, c'est-à-dire ma capacité à m'observer d'abord. Comme je disais, ce petit exercice est essentiel à faire pendant 3 semaines toutes les demi-heures, c'est justement apprendre au cerveau, apprendre l'habitude de s'auto-observer et donc de s'apercevoir tout de suite quand on va commencer à partir en stress et de pouvoir intervenir immédiatement avec les outils adéquats. Donc, on a des outils avec l'approche neurosensorielle qui nous permettent de sortir du stress, de sortir de l'émotion à chaud, hein, mais aussi on va pouvoir, avec les approches, les outils de Fradin, remodeler quelque part notre cerveau automatique, c'est-à-dire que pour lui, il a appris que ça, c'était important, etc. Plus j'accorde d'importance à quelque chose, plus ça me stresse. Donc, on va être capable de nuancer, de baisser l'importance, de manière à être capable d'aborder toutes les situations avec beaucoup plus de lucidité et de calme. Donc, on va vraiment avoir un impact global et durable et définitif même, parce qu'on ne revient pas en arrière. Quand on a fait une prise de conscience, c'est comme un saut quantique, on ne revient pas en arrière. Eh bien, durable, définitif sur la stressabilité de la personne, qui va être beaucoup plus calme. Idem au niveau de l'émotionnel, là, on va travailler sur des protocoles avec le corps qui vont permettre de libérer les charges émotionnelles négatives qui sont là, liées à des traumas dans l'enfance qui sont devenus des traumatismes, etc. Je ne vais pas m'étendre là-dessus, mais en tout cas, le travail avec l'émotion est essentiel. Et puis voilà, donc comment être dans cette posture adaptative le plus possible, avoir les pensées adaptées, euh, comme je disais, automatiser la capacité à mieux nous observer le plus possible, quasiment en temps réel, sortir du stress, de l'émotion, diminuer durablement cette stressabilité. Et on a ce qu'on appelle les 6 dimensions du préfrontal pour permettre justement de se mettre en mode adaptatif face à n'importe quelle situation. Donc voilà, ça c'est l'adaptativité individuelle. Et donc ensuite, on va passer à l'adaptativité relationnelle. D'accord? Je disais que le deuxième axe, c'est la relation à l'autre. Donc comment être plus dans l'écoute, le questionnement, mais ça en tant que coach, vous avez déjà les éléments. Dans cette formation, on peut avoir des consultants qui ne sont pas nécessairement formés au coaching. Donc on va quand même parler un peu d'écoute active et de questionnement efficace. Le questionnement flash, hein, Béatrice, la petite webinaire qu'on avait fait ensemble. Comment on va sortir l'interlocuteur de son stress, d'accord? C'est très facile en plus, mais il suffit de s'y prendre de la bonne manière. Comment on va le sortir de sa mauvaise foi? Et là, on parle plutôt du deuxième étage avec ce positionnement grégaire, cette posture un peu animale, où le dominant ne veut pas perdre la face, et donc il va trouver tout ce qu'il faut pour pas perdre la face, il va mentir, il va être dans la mauvaise foi. On a des outils et une posture managériale qui permettent vraiment de gérer la mauvaise foi d'une manière assez simple. Alors au début, ça peut paraître un peu bizarre, mais quand on pratique, on s'aperçoit que ça fonctionne très bien. Il faut juste être dans la bonne posture par rapport à cette personne. Il y a des choses à surtout pas faire et d'autres choses à faire. Et puis, comment on va aussi aboutir au consensus gagnant-gagnant, favoriser les relations gagnant-gagnantes. Ça, c'est important pour nous.
Donc ça va aussi dans le sens de faire des feedbacks d'une manière constructive, etc., etc. Donc tous ces outils dont on a besoin pour établir les meilleures relations avec les personnes, avoir une approche beaucoup plus collaborative des collaborateurs, ce qui va avoir un impact sur l'engagement, la productivité, etc. Et puis aussi réduire tout ce qui va être conflit. On a aussi un outil, il y en a peut-être qui connaissent le cadran d'Hoffman ou le double cadran d'Hoffman qui vont permettre vraiment de comprendre pourquoi deux personnes ne s'entendent pas et qu'est-ce qu'elles peuvent faire pour mieux s'entendre, etc. Donc on va vraiment créer dans cette équipe une meilleure ambiance. Et voilà, si je reviens sur les techniques, communiquer efficacement, parvenir en douceur au consensus, gérer les personnalités difficiles, écouter activement, comprendre les besoins et donc résoudre les conflits, favoriser la collaboration. Donc ça, c'est des outils qui sont essentiels dans une posture de manager. Le troisième axe, c'est le management en lui-même, d'accord? L'adaptativité managériale. Donc déjà, il y a un outil essentiel sur la prise de décision. Comment on prend une bonne décision? Comment on va être capable de justement mettre en route le cerveau adaptatif de manière à ce que quand on prend la décision, c'est plus le cerveau adaptatif qui se pose la question, mais est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est bon, etc., etc. Non, c'est le cerveau adaptatif qui va, automatique plutôt, c'est le cerveau adaptatif qui va dire, OK, il y a comme une évidence qui est là que c'est la bonne décision que je prends ici et maintenant. D'accord? Là, on est dans l'alignement. Cette capacité à prendre la bonne décision en utilisant le préfrontal, c'est une technique qui est intéressante où on va accepter le risque de l'incertitude, de l'échec. On accepte, à partir du moment où on accepte, on est plus stressé, donc on raisonne plus facilement. Donc, je m'aperçois que ce slide n'est pas tout à fait juste. Donc, on va plutôt regarder la gauche, parce qu'à droite, je pense que là, je me suis gouré. Ça, c'est pour le côté d'après. Enfin, si, remarquez, non, oui, on va pas encoder l'équipe ici. Là, ça, c'est pas juste. Par contre, ça non plus. La bonne délégation, la prise de décision, la gestion des priorités, etc., c'est évident. On va voir aussi comment aussi se rendre visible, parce que quand il y a une réunion où il y a beaucoup de dominants qui parlent, comment arriver à dire son mot, etc., quels sont les tips, quelles sont les postures, les pitchs, etc., donc qui vont faire qu'on se rend visible, et on va se faire remarquer de Tu arriveras à la nous faire un hiérarchie. petit tips, à nous donner un petit tips là justement pour se faire remarquer là quand on est un peu écrasé par des leaders par exemple autour d'une... Ben, je vais peut-être dire une bêtise, mais peut-être que si on faisait, par exemple, D'accord, d'accord. hein, ce que j'appelle la phrase cadre. Je vais peut-être dire une bêtise, mais il me semble que, ou j'ai peut-être pas tout à fait compris, mais voilà. Donc c'est tout bête, hein. Ça c'est un petit tips. Tu voulais un petit tips? C'est tout bête, hein, mais ça permet justement d'intervenir là où tout le monde parle, etc. Il y en a qui osent pas trop y aller, mais en disant ça, je vais peut-être dire une bêtise, parce que ça veut dire qu'au pire, j'ai dit une bêtise, ouais. Mais en général, quand je fais ça, c'est que je sais que j'ai quelque chose d'intéressant à dire et que ça va. Voilà, donc voilà, tout ça c'est cette adaptabilité managériale avec ces compétences-là. Et on va aussi aller travailler donc sur le dernier axe, l'activité, l'adaptativité organisationnelle. Et là, effectivement, on va encoder l'équipe, c'est-à-dire quels sont les rôles d'une personne. Une personne peut avoir plusieurs rôles. Quelles sont les raisons d'être de chacun de ces rôles? Quelles sont les redevabilités de cette personne par rapport de chaque rôle? Quels sont les domaines réservés, c'est-à-dire webmaster, si tout le monde a accès au site web, ça va être le foutoir, donc le domaine réservé de webmaster, c'est le site web. Et quelles sont les règles spécifiques, les limites, etc., à pas dépasser. Donc on va vraiment avoir comme je vous disais tout à l'heure, apporter la précision nécessaire. On va avoir tout un tableau où on va comprendre exactement qui fait quoi, quels sont les rôles de chacun. Donc si j'ai besoin de quelque chose, à qui je m'adresse, etc. On va surtout éviter de tomber dans les rôles informels du style, bah, je commence à aider quelqu'un, donc je commence à faire quelque chose, et puis je continue, et puis au bout d'un moment, eh bien, c'est moi qui me retrouve à devoir faire le truc alors que c'est pas du tout dans mes tâches, c'est pas du tout dans mes rôles. Donc voilà, on va vraiment apporter des précisions essentielles justement de manière à avoir une bonne relation entre les membres d'une équipe et j'appelle ça une relation client-fournisseur, c'est-à-dire tel rôle, je sais pas, le rôle compta et fournisseur, non, le rôle commercial par exemple est fournisseur de ces informations au rôle compta qui est son client.
donc au rôle commercial d'amener toutes les informations nécessaires pour que le client compta puisse faire le boulot comme il faut avec tous les éléments. Donc on va vraiment aller construire cette relation client-fournisseur entre tous les membres de l'organisation. Quand il y a une tension, eh bien, c'est Olivier, pas un on a une problème. question, juste Geneviève qui posait la question si on aurait accès à ces slides en fait après ou pas. Voilà. Pourquoi pas? Oui, oui, pourquoi pas. Une fois que j'aurai corrigé le slide précédent. Ouais, très bien. Donc, comment on va gérer les tensions? On considère qu'une tension, c'est le signe d'une adaptation nécessaire. Donc, une tension n'est pas du tout un problème, c'est juste, je sais pas, il y a l'équipe de l'atelier du jour qui arrive et l'atelier est en désordre. C'est une tension. Ben, on va juste appliquer une règle qui est que l'atelier de nuit doit ranger l'atelier avant de partir, de manière à ce que l'atelier du jour arrive avec quelque chose de bien. Donc, on va considérer que chaque tension est au contraire une opportunité de s'adapter. Et en fait, du coup, comme le monde évolue sans arrêt, le terrain évolue sans arrêt, eh bien, il y a toujours des nouvelles tensions qui vont arriver. Et pourquoi j'appelle ça une organisation adaptative? C'est que toutes les tensions sont traitées immédiatement, soit directement entre les rôles, soit à travers ce qu'on appelle des réunions de gouvernance. Et donc, on va apporter les réponses nécessaires de manière à ce que toute la gouvernance s'adapte parfaitement à ce qui arrive. Donc, on met en place ce tableau d'encodage, comme je veux dire, et puis après, on va boucher les trous dans la raquette, et puis au fur et à mesure que on avance dans le temps, et bien, on va aller apporter les modifications au fur et à mesure. J'ai envie de dire que chaque collaborateur d'une équipe avec cette gouvernance horizontale circulaire, hein, si on parle de l'holacratie, a la capacité d'influer sur l'organigramme. Bien sûr, avec des décisions collectives, mais c'est pas comme une pyramide où là, on peut rien faire. Là, au contraire, on est sans arrêt acteur de cette capacité de modifier la gouvernance de manière à s'adapter aux tensions qui arrivent au fur et à mesure. Donc, ça va favoriser l'autonomie, l'engagement, la responsabilisation. Pourquoi? Parce qu'on va aussi déléguer beaucoup le pouvoir de décision. Alors, ça ne veut pas dire que le manager perd son rôle de manager, mais par contre, voilà, toi, tu peux décider, tu t'organises comme tu veux, mais tant que tu restes dans ton rôle, dans ta raison d'être, et puis que tu ne dépasses pas les règles spécifiques qu'on t'a fixées, tu fais ce que tu veux, tu t'organises de manière à répondre aux attentes de redevabilité qu'on attend de toi, de ton rôle. Donc, on favorise vraiment cette autonomie, cette responsabilisation. On va aussi travailler beaucoup sur les réunions, parce que la plaie, surtout en France, moi, j'habite à Maurice. C'est aussi un peu le cas, mais la France, c'est monstrueux, la réunionnite. On a des managers qui passent leur temps en réunion, ou des réunions, rien, aucune décision se prenne, etc. Eh bien là, en 1 heure, on est arrivé avec un ordre du jour que chacun va apporter. Et puis, on a tout un processus de facilitation de la réunion. On a un processus de décision intégrative. On n'est pas dans la sociocratie où il faut que tout le monde soit d'accord. La décision intégrative, c'est quoi? Il y a une tension, donc il y a une proposition. Est-ce qu'il y a des objections? On va traiter les objections à travers un tamis de 5 questions fermées. Et si à la sortie, c'est passé, eh bien, on adopte la nouvelle proposition. Et s'il y a une objection, la proposition ne sera pas adoptée, mais le proposeur peut toujours revenir avec une autre proposition. Donc, c'est toujours possible. Donc, on a des réunions qui sont efficaces. On différencie la réunion de pilotage de projet et la réunion de gouvernance. Ce n'est pas les mêmes réunions du tout. Et donc, on va vraiment avoir une équipe qui va être totalement adaptative. D'accord? Et donc, quand je parle de biosystémique, les méta-règles impératives pour le bon fonctionnement de l'organisation, eh bien, c'est par exemple, si vous donnez des responsabilités à une personne mais que vous ne lui donnez pas le pouvoir, eh bien, c'est l'enfer. Parce que soit elle est sans arrêt obligée d'aller voir le N+1 en disant, dis donc, j'ai besoin d'aide, hein. Soit elle se démotive totalement, soit au contraire, c'est un bon élément. Elle va quand même prendre des responsabilités, elle va prendre des risques, etc. Et elle va finir en burn-out. Donc, ça, c'est par exemple, c'est une règle essentielle qui est une grosse, grosse, grosse cause de burn-out en organisation. Quand vous accompagnez une personne, si elle n'a pas le pouvoir de ses responsabilités, il y a de fortes chances qu'elle soit totalement épuisée, surchargée et au bord du burn-out. Ça, c'est une règle qui se vérifie tellement de fois. Eh bien, tout ça, c'est les trucs de la biosystémique. Aussi, comment on va aller placer les KPI pour vérifier le bon avancement. Quand on parle de délégation, ça aussi, ça rejoint un peu tout ça. Enfin, tout est lié de toute façon. Donc, j'ai encore un truc sur cette adaptativité. Oui, donc, les bénéfices, beaucoup plus de flexibilité, d'agilité, on s'adapte beaucoup plus rapidement au changement.
beaucoup plus de créativité parce que chacun peut prendre des initiatives dans le cadre de son rôle. Lucidité, résilience, parce qu'on a une vision à long terme tout en étant prêt à modifier les stratégies si besoin, parce qu'on sait s'adapter. Engagement des collaborateurs, bien sûr, une meilleure performance globale. Et donc, on va prévenir les dysfonctionnements multiples et récurrents, encourager l'initiative, permettre de s'adapter rapidement au changement. Enfin, voilà, il y a toute une autre culture d'entreprise. Et ce qui est intéressant, c'est que c'est ce que j'appelle le changement viral. C'est-à-dire au début, ça se voit pas tellement. D'ailleurs, à partir du moment où on bosse avec les managers, c'est eux qui vont être un peu qui vont commencer à inspirer les autres. Et tout d'un coup, on commence à avoir des changements. Et là, par contre, c'est l'exponentiel. C'est-à-dire que quand ça commence à fonctionner, il y a un effet de mimétisme. Et donc, on comprend que ça fonctionne. Et là, par contre, ça grimpe fort au niveau de la performance. Voilà, voilà. Je ne sais plus ce que j'ai après. Oui, alors si je vous parle des ateliers rapidement, hein, donc on a des ateliers de 4 heures le samedi et de 2 heures le mardi soir. Donc à chaque fois, on va un peu mélanger un peu tout ça. On commence par les bases structurelles, quand je vais parler d'encoder l'équipe, etc. Donc tout ce qui est neurosystémique, on commence par ça. Mais la première pratique, ça sera la gestion du stress à chaud. Ensuite, on revient sur les causes des tensions dans l'organisation. Ensuite, la deuxième pratique, ça sera la stressabilité. Donc là, on est plutôt dans la maîtrise de soi. Après, on va aller chercher les outils du manager adaptatif. Et puis, on va aller dans la pratique suivante, travailler sur cette bascule en mode adaptatif avec les 6 dimensions du préfrontal, par exemple. Donc, vraiment, comment, à chaque fois, peu importe la situation, être capable de retrouver cette sérénité, lucidité, etc. Ensuite, comment gérer les personnalités difficiles. Là, on va être dans la communication. On a aussi le débriefing, comment on va débriefer le profil réel. Il faut savoir qu'il y a aussi toute une formation en e-learning sur le profil réel que vous faites parallèlement, parce que cette formation vous certifie au profil réel. C'est-à-dire que vous pouvez ensuite utiliser le profil réel dans votre pratique. Je ne l'ai pas dit, mais cette certification est inclue dans la formation. Profil réel, individuel ou équipe, bien entendu. Après, comment, toujours dans la communication, impliquer l'interlocuteur, capter l'information. Ensuite, on a amélioré la relation, obtenir le consensus, on est toujours dans de la communication. Le profil réel, comment on va aussi optimiser les réunions. Et puis, je crois que c'est fini. Non, non, il y en a encore deux. Oui, c'est ça, la supervision des travaux personnels, parce qu'on vous demande des travaux personnels, vous allez travailler en groupe aussi. Et puis, le dernier, on va vraiment s'entraîner à la facilitation des réunions pour que vous puissiez vous-même apprendre aux managers que vous accompagnez à faciliter le traitement des tensions, etc., à travers ces réunions. Et on clôture la formation à ce moment-là. Donc, je vous dis, vous voyez, on a vraiment une boîte à outils, de mon point de vue, assez complète. Il y a peut-être quelques trucs qu'on pourrait rajouter. Mais moi, j'aime bien être dans ce que j'appelle le keep it simple and sexy. Donc, il faut que ce soit simple, il faut que ce soit immédiatement applicable, etc. Donc, vous aurez beaucoup plus de pratique que de théorie. Et j'aime bien expliquer aussi la théorie d'une manière un peu simple, peut-être que vous l'avez remarqué à travers ce webinaire, mais on est vraiment orienté intégration, pratique, et vraiment que vous soyez immédiatement capable d'appliquer ça à des managers qui eux-mêmes seront immédiatement capables de l'appliquer aussi. Efficacité, efficacité. Donc, je crois que voilà, oui, une plateforme e-learning dédiée. Vous avez après chaque atelier un niveau qui s'ouvre avec des vidéos pour intégrer la matière. Vous avez des PDF de support de cours, vous avez des documents pédagogiques, etc. Audio, assessment, vous avez aussi un quiz à remplir pour valider chaque niveau. C'est une plateforme qui est très, très appréciée, qui fonctionne très bien. Je ne sais pas si j'en parle, si j'en ai parlé. Oui, donc ça c'est un peu, voilà, voyez un peu le plan de la formation ici à gauche, voilà, par exemple, sur un truc sur le stress, etc. Es-tu stressé? Donc de tests sur le stress, après des vidéos sur des comportements barjots, s'observer là, comment utiliser la MAP, qui est ce fameux outil qui permet de prendre du recul, baisser durablement la stressabilité, se libérer des charges émotionnelles. Donc on a différentes. Enfin, là c'est pas le déroulé de la formation que je vous ai montré, hein. Ça, c'est plutôt un déroulé en e-learning. Et il faut savoir d'ailleurs qu'une fois que vous êtes donc consultant en méthode réelle, vous pouvez vendre des
des formations e-learning à vos clients. Vous pouvez vendre des formations e-learning. On vous donne des formations e-learning que vous pouvez vendre. Bien sûr, vous nous les achetez, mais vous les vendez à vos clients. Et vous avez aussi la possibilité, avec un petit abonnement, de pouvoir envoyer des vidéos. Vous coachez une personne, par exemple, sur la délégation, vous lui faites travailler la délégation. Et bien après, vous lui envoyez une petite vidéo qui va lui réexpliquer le leadership situationnel et le processus de délégation. Donc, vous allez vraiment avoir une offre en tant que coach et consultant et formateur qui va être riche, avec beaucoup d'éléments qui vont vous permettre de facturer plus, du coup. Et en même temps, il ne faut pas oublier une chose, c'est que tout ça, c'est des outils qui n'existent pas ailleurs. Alors, les neurosciences de Fradin, bien sûr, il y a des outils de Fradin qu'on retrouve ailleurs, et heureusement. Mais par contre, la plupart des autres outils que je vous ai montrés, on s'est inspiré, bien sûr, quand je parle de leadership situationnel, vous savez sans doute ce que c'est, bien que je sais qu'aujourd'hui, les managers ne savent pas trop ce que c'est, pourtant c'est essentiel. Mais il y a pas mal d'outils qui sont peu utilisés, très peu utilisés, voire qu'on a créés nous-mêmes. D'accord? Donc vous allez vraiment avoir une spécificité en tant que coach et une offre totalement particulière. Voilà, donc bah voilà un peu on peut s'inscrire jusqu'au dernier jour en fonction du nombre de places, on ne sera pas plus que 20 personnes, d'accord? Donc les principales thématiques, comme je disais, maîtrise de soi, relationnelle, managériale, organisationnelle et le profil réel. Vous aurez des évaluations, vous aurez plein de ressources avec cette plateforme pédagogique. Vous avez plusieurs modalités d'évaluation, modalités de certification, durée totale 40 heures, 38 CCE ICF, ce que je vous disais, c'est important. Et là, bon, on a le tarif de la formation tel que nous, on la vend, mais je vais peut-être te laisser reprendre la place, je sais pas, Alexandre ou Ouais, Michael, pour... ouais, si tu, si tu veux. J'arrête mon slide, c'est OK? Arrête ton slide, après ouais, alors je passe rapidement sur la formation et après je laisse la parole pour faire sur le tarif de la formation, après je laisserai la parole pour les échanges et éventuellement j'imagine les questions. Euh, de toute façon, maintenant vous avez l'habitude, tous nos partenaires, vous les retrouver sur la plateforme que je partage. On l'a mis en avant, Olivier, avec sa formation. Sa formation, que vous retrouvez évidemment dans le e-shop en ce moment et directement sur sa page Olivier Maslow qu'on a créé à ce niveau-là. Donc bon, vous allez retrouver quelques informations euh, sur lui. Et puis, concernant sa formation, il y a deux niveaux de tarification. Donc, Olivier nous fait le plaisir de remiser pour B-Coaching 200 euros sur le tarif public, sur le tarif grand public. Et il y a un tarif OPCO parce qu'il est certifié Calliope. Sa formation, en tout cas, est certifiée Calliope. Et donc, dans ce cas-là, là, on sera à 3 830 euros. Il n'y a pas de remise, mais parce que derrière, il y a tous les frais de Calliope qui sont pris en charge par vos OPCO ou votre CPF en fonction de comment vous pouvez éventuellement vous faire Euh, financer ça. on n'a pas le CPF, hein, on n'a pas le CPF, Ah, hein. excuse-moi, alors que les Non, non, OPCO. parce que le CPF, de toute façon, le développement personnel ne les intéresse Ouais, pas. c'est On a vrai que fait ça trois rentre plus. Ouais, c'est tentatives, vrai, c'est on a vrai qu'il laissé y a eu des tomber. modifications. Ouais, 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 dans c'est une les horreur, c'est OPCO une horreur. uniquement. Ouais, merci pour la correction. Et vu que je suis sur ta page, Olivier, et tu es également superviseur, et donc tu nous fais aussi une proposition sur de la supervision. Peut-être que tu en toucheras deux mots, mais voilà, je, sachez voilà, que sur la plateforme, on est sur une tarification de 3 480, on passe à 3 280 pour nous, et merci Olivier pour ça. En fait, le mastermind, c'est 10 heures de supervision en groupe. C'est 5 ateliers de 2 heures. Donc, c'est des petits coachings de 10 minutes avec feedback, etc. Et puis aussi des espaces où chacun peut amener ses problématiques. Et si vous n'êtes pas encore tout à fait certifié ICF et que vous le souhaitez, on rajoute ce que j'appelle le pack ICF, 3 heures de supervision individuelle, parce qu'il faut 3 heures de supervision individuelle. Quand je dis supervision, mentoring, hein, on est d'accord, hein, pour justement, enfin, on a besoin de ces 10 heures minimum, dont 3 heures individuelles, pour demander l'accréditation ICF. Ouais. Donc, c'est un processus obligatoire. Et même, enfin, si vous êtes jeune coach, vous sortez juste de formation, ce mastermind permet de booster la pratique, parce qu'on apprend par l'erreur.
Et plus vous gourrez, plus vous trompez, plus les autres se trompent, plus vous allez apprendre. Donc, en général, c'est assez instructif. C'est la meilleure école, hein, l'erreur. C'est la meilleure école, Oui, l'erreur. oui, absolument, absolument. Et donc, il nous reste 2 places pour le mastermind qui démarre en fin janvier. Et après, il y en a un autre, mais plus tard. Mais voilà, il y reste 2 places si ça vous intéresse. Voilà, voilà. Les micros sont ouverts, messieurs, dames, donc n'hésitez pas voilà, si vous avez des questions, à lever la main ou à prendre la parole directement. On va juste couper l'enregistrement et on remercie Olivier pour cette première partie. Comme ça, pour la partie échange, on le fait en off. Quel OK. cerveau, mon Mika, merci. Bonne soirée alors.